Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière Hub conférence de l'année. On est très content de vous retrouver. Alors, vous le savez, on vient de passer une crise sanitaire, on s'apprête à vivre certainement une crise économique, on vit déjà la crise écologique. 2020, on peut le dire, a été particulièrement éprouvante. Nous avons perdu nos repères, parfois peut-être été traversés par des émotions comme la colère, la peur, la tristesse. Et pourtant, ce soir, nous avons choisi de parler d'optimisme. Et oui, et si l'optimisme était justement une ressource pour surmonter les crises, comment le cultiver, comment en faire un moteur à la fois sur le plan individuel et collectif? Eh bien, c'est le sujet que nous allons explorer ce soir avec nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Avec nous, d'abord, Catherine Testa. Bonjour, Catherine. Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous. Alors, Catherine, vous êtes la fondatrice de l'optimisme.com. C'est le premier site, on va dire, d'initiative positive en France. Et vous avez écrit également cet ouvrage « Oser l'optimisme » publié chez Michel Lafon. On va y revenir. En tout cas, merci d'être avec nous. À nos côtés également, le professeur Ilona Boniwell. Alors, vous êtes l'une des expertes, on peut le dire, de la psychologie positive en Europe. Vous êtes aussi la directrice générale de Positran. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, c'est un organisme de formation qui propose justement des outils de résilience qui sont inspirés des recherches en psychologie positive. On va également développer tout ça. En tout cas, merci à toutes les deux d'être présentes pour cette conférence. Et merci à vous qui nous rejoignez derrière vos écrans, à la fois sur Zoom, mais aussi sur les pages Facebook de Positran, de Mouvement Up et de Catherine Testa. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions quand vous le sentirez. On essaiera d'y répondre au fil de cette heure d'échange. Donc voilà, sentez-vous libre de poser vos questions. On est là pour ça. Alors justement, on parle d'optimisme et peut-être avant vraiment de rentrer dans un débat, dans une discussion un peu plus approfondie, on va peut-être se mettre d'accord sur de quoi on parle précisément. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer avec vous, Catherine. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Oser l'optimisme ». Qu'est-ce que c'est pour vous l'optimisme? Est-ce qu'on peut donner une petite définition pour commencer? Alors, merci Sandra, parce que vous avez demandé qu'est-ce que c'est pour moi. Parce que s'il avait fallu que je commence à définir l'optimisme d'un point de vue sociologique, d'un point de vue philosophique, ça, je vais laisser la parole à Ilona. Je pense qu'elle sera bien plus douée que moi. Donc, pour moi, on va dire que l'optimisme, c'est peut-être partir du prérequis que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui et tout faire pour y contribuer. Pour moi, l'optimisme, c'est se dire qu'on peut changer quelque chose, qu'on peut agir à notre échelle, et c'est peut-être parce que effectivement j'ai plutôt une veine entrepreneuriale, j'ai plutôt une veine dans l'action, dans la construction, donc il y a dans l'optimisme une notion de responsabilité, peut-être un choix aussi, et peut-être qu'Ilona me dira exactement l'inverse en l'occurrence, mais il y a quelque chose d'actif, de proactif, et qui vient chercher la notion de je pense qu'on peut créer une société un peu plus chouette, exactement ce que vous prenez avec le mouvement Up en l'occurrence, ou Ilona avec Positran. Alors moi aussi je pense que je vais le prononcer de façon un peu bizarre parce que je n'ai pas le bel accent d'Ilona, donc vous nous excusez, nous françaises, de nos accents, mais voilà, quelque chose de constructif, quelque chose de volontaire aussi. Alors, je ne sais pas, pour la science, est-ce qu'il y a une définition de l'optimisme, Ilona, ou en tout cas pour la psychologie? En fait, je ne vais pas être complètement pas d'accord. En fait, je vais être plutôt d'accord ici. Et parce comment on peut définir l'optimisme? C'est plutôt une attitude positive pour réussir maintenant et dans le futur. Donc, bien sûr, il y a plusieurs définitions. On peut parler d'optimisme comme une caractéristique de notre personnalité. On a des gens qui sont nés plus optimistes que les autres. On peut aussi parler d'optimisme comme un style explicatif. C'est comment on va expliquer le causalité des événements positifs et négatifs dans notre vie. Donc, ça, c'est plus optimisme à la Martin Seligman. Donc, en fait, il y a plusieurs définitions. On peut parler d'optimisme au niveau personnel ou à niveau de optimisme ou pessimisme plus global, par exemple, pour notre pays, pour la vie. Donc, il y a plein de définitions. Mais globalement, on est sur cette attitude plutôt positive qui amène exactement à l'action. Donc, optimisme est vraiment associé à l'action. Et c'est ça très important. Il est associé aussi à la capacité de regarder les faits en face, finalement. Donc, optimisme, ce n'est pas quelque chose qu'on va oublier qu'est-ce qui se passe et juste va rêver que quelque chose de positif va se passer dans le futur. En fait, si on est optimiste, on est beaucoup plus capable de
affronter les situations réelles. Par exemple, aller chez un médecin et faire un check-up, un bilan sanguin, par exemple, si on a quelque chose qui ne va pas. Les optimistes vont être plus proactifs et ils vont le faire, en fait. Et les pessimistes, par contre, ils vont avoir un petit peu plus du mal. Donc, je pense qu'on n'est pas très différents dans nos définitions. Mais alors, du coup, la grande question existentielle directe, est-ce qu'on est optimiste ou est-ce qu'on le devient? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une prédisposition de la personnalité, une qualité? On dit je suis optimiste, donc c'est une qualité qui nous qualifie, ou est-ce que c'est une compétence que l'on apprend? Les deux. En fait, c'est les deux. Dans la psychologie, les choses sont très souvent un peu compliquées. C'est un petit peu de ça et un petit peu de ci et quelque chose d'autre. Donc, oui, en fait, on peut être né plus ou moins optimiste. Donc, c'est quelque chose qui, un petit peu génétiquement, peut être prédéterminé. Mais on peut aussi apprendre d'être plus optimiste. Donc, en fait, on peut regarder exactement comment on va expliquer les événements dans la vie et on peut, en fait, modifier un petit peu, en fait, devenir un peu plus flexible dans nos interprétations. Et donc, on peut apprendre d'être un petit peu plus optimiste. Donc, les deux. Et je vais témoigner, moi je suis une ancienne du développement durable, tous mes copains sont des collapsologues dans l'âme, vraiment ils viennent de la théorie de l'effondrement et je suis presque d'accord avec eux, disons-le. Par contre, j'ai choisi l'optimisme comme outil presque intrapersonnel en me disant, bon, bah, soit je me laisse aller et je deviens un catastrophiste, en l'occurrence, et peut-être en colère, peut-être avec du ressentiment par rapport aux non-choix qui peuvent être produits, ou alors je me dis, bon, bah, je préfère construire en me disant qu'on peut créer la société de demain plus chouette et y contribuer. Donc, on peut partir de très loin en matière d'optimisme parce que je crois que je ne suis pas une optimiste née. Absolument. Alors donc, en fait, c'est un bon exemple. C'est vrai que quand on a posé ce sujet, en fait, on a eu des réactions parmi notre communauté qui disaient « Oui, mais attendez, vous êtes bien gentil avec votre optimisme, mais voilà, c'est pourquoi je serais positif alors qu'on vient de passer une année hyper lourde ?» Et donc, il y a quand même aussi, je pense, cette histoire qui perturbe un peu de se dire qu'être optimiste, c'est quelqu'un qui voilà, voit le monde avec un filtre tout rose, tout beau, tout gentil. C'est pas ce que vous nous dites, on est d'accord, hein, c'est pas la pensée positive, être dans la pensée positive que d'être optimiste. Absolument. En fait, optimisme, ça ne veut pas dire ne pas être réaliste. En fait, optimisme, c'est un choix. C'est un choix de développer ou pas une ressource qui va nous aider à affronter les difficultés. Donc, ça ne veut pas dire que je crois que en fait, c'est génial d'être enfermé à la maison et c'est trop génial comme il y en a des cas de Covid. Évidemment, non. Évidemment, non. Donc, c'est juste d'être capable à affronter les situations réelles. Donc, l'optimisme, c'est quelque chose, c'est un levier qui nous aide, qui va nous aider parmi les autres ressources. On peut parler aussi des autres ressources un petit peu après, qui va nous aider à affronter les situations compliquées. Alors justement, Catherine, ouais, bon, autant vous dire en ayant bouquiné les rapports du GIEC il y a allez, presque 10 ans maintenant, autant vous dire que la réalité, on la prend quand même assez bien en face. Par contre, il y a quelque chose de volontaire et je crois que c'est très caricatural. Alors peut-être qu'Ilona aurait une vision beaucoup plus mondiale, mais c'est une sorte de caricature française de penser que limite sourire, ça nous grille des neurones. À un moment donné, non, sourire, ça nous rend pas plus bêtes, ça nous rend pas plus idiots. Être optimiste, ça veut pas dire être le bienheureux naïf qui voit la vie avec des lunettes roses. Et ça, c'est une caractéristique française où, sous couvert d'intellectualisme, on va plus facilement parler des crises, etc., etc. Et du coup, peut-être un peu moins agir et être un peu en recul et en théorie intéressant. Enfin, en tant que peuple de philosophes, ça, culturellement, c'est intéressant. Mais en même temps, l'action, il y en a besoin. Et s'il n'y a pas d'optimisme pour construire une société demain qui nous semble peut-être un peu plus à notre image, autant vous dire, on part tous en PLS sous la couette. Ça c'est hyper intéressant, Ilona, parce qu'effectivement, il y a un espèce de biais cognitif bien propre aux Français. Et vous allez nous expliquer pourquoi, par rapport à d'autres cultures, on est quand même vachement moins optimiste. Et ça, il y a aussi quelque chose de culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le mécanisme? Je vais pas donner toutes les réponses, mais un petit peu peut-être. Parce qu'en fait, la France,
c'est vraiment un pays unique, on peut dire. Parce qu'en fait, si on regarde globalement, les Français ne sont pas très, très malheureux. La France, elle est classée à niveau 25, 24 à peu près dans les classements internationaux sur le bonheur. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? La France devrait être placée beaucoup plus haute. En fait, il devrait être beaucoup plus élevé. Parce qu'en fait, il a tous les ingrédients, ce pays, il a tous les ingrédients en fait, pourquoi ça fait bien vivre ici? Donc, la santé, elle est plutôt très, très bien. Donc, combien d'années on vit, ça marche aussi très, très bien. Donc, finalement, j'essaie de prendre soin des citoyens plutôt pas mal. En fait, sur les indices de Gini, par exemple, Gini Index, qui est un indice de pauvreté et les différences entre les gens qui gagnent beaucoup et qui gagnent moins bien, la France, il est plutôt très, très bien placé quand même. Donc, en fait, il y a plein de raisons pour être très, très bien placé au niveau du bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un indice très spécifique, et c'est l'indice de pessimisme, où la France gagne complètement. C'est déjà en 2011, je crois, une première étude de Gallup qui établit ça, que la France, parmi 53 pays quand même, donc tous les pays OCDE et les autres pays donc développés, en fait, la France était numéro 1 sur pessimisme. Donc, et après, les autres études aussi sont confirmées exactement de ça. On peut comparer les pays européens. La France, elle gagne presque toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un pays en fait, qui va plutôt bien. Oui, on peut se plaindre tout ce qu'on veut, mais c'est pas grave. Trouvez-moi un autre pays où on a un chômage qui dure 12 ans. Je connais pas. Je viens de pays plutôt anglo-saxons, ça n'existe pas. Ce phénomène incroyable de chômage de 2 ans, ça existe. Donc, il y a plutôt pas mal de raisons pourquoi on doit être heureux et optimiste. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé pour expliquer ce paradoxe français de bonheur. Donc, paradoxe, pourquoi les Français sont pessimistes. Et oui, on peut parler de philosophie, le fait que oui, l'optimisme n'est pas exactement associé avec les capacités très élevées mentales, par exemple. Donc, on peut parler aussi d'histoire, bien sûr, et vivre heureux, vivons cachés, par exemple. Donc, mais on peut aussi parler, par exemple, d'éducation. Donc, c'est Claudia Senig, qui est un professeur dans l'économie, qui en fait, c'était le premier à découvrir qu'en fait, comme les immigrés arrivent en France, par exemple, ils arrivent à peu près soutenir le niveau de bonheur habituel. Mais dès que les enfants sont exposés à un système éducatif français, après, en fait, il ressort et le niveau, par exemple, de bonheur et optimisme va baisser et va rentrer exactement dans les mêmes cadres. Donc, en fait, il y a plusieurs explications. Donc, système éducatif qui est très top-down, avec énormément de hiérarchie, rigidity, en fait, rigidité, le fait que note, là, tu écris avec stylo bleu et maintenant avec stylo rouge et on s'en fout pourquoi. C'est parce que je t'ai expliqué que c'est stylo bleu actuellement. On a très peu de choix dans les systèmes éducatifs, malheureusement, toujours, parce qu'on sait que choix, autonomie, c'est très important. Et énormément aussi, au niveau sociétal, beaucoup de colère avec l'économie, démocratie, les fonctionnements des institutions. Donc, il y a plusieurs explications, mais pas une seule explication, mais quelque chose, c'est vraiment très, très clair. La France, ce n'est pas un pays très optimiste. Il y a aussi dans le système éducatif cette idée qu'on va plutôt focaliser sur les erreurs, sur ce qu'on ne réussit pas, plutôt que sur ce qu'on réussit. Et ça conditionne aussi un mécanisme mental. Énormément. Et comme les étudiants français, par exemple, à 18 ans, commencent à voyager, ok, pas actuellement, c'est un peu compliqué, mais commencent à voyager et se promener dans les autres pays, ça va être exactement ça. Ils vont avoir beaucoup moins de confiance dans eux-mêmes, beaucoup plus de concentration sur leur erreur, sur ce qu'ils ne savent pas faire. Et donc, globalement, et en plus, ils ne parlent pas anglais. Donc, mais ça, c'est autre chose. On ne va pas parler de ça maintenant. Donc c'est vraiment cette concentration sur les erreurs. Et donc, ça, c'est mal. Et il faut toujours travailler quelque chose où on n'est pas bien par rapport à les forces. Et en fait, c'est ce qu'on sait, que si on investit dans nos talents, dans nos capacités, dans quelque chose où on va plutôt bien, donc c'est tout ce vocabulaire de force, c'est là on va avoir bien meilleure performance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur les erreurs, mais si on travaille sur les erreurs de cette perspective de qu'est-ce que je sais faire, où j'ai déjà les confiances, je peux affronter les erreurs beaucoup plus facilement. Donc oui.
Ouais. Donc, il y a deux Et- choses à faire, beaucoup de choses à faire. Donc, sur l'éducation, éducation positive, vraiment pour apprendre plus de confiance, plus d'optimisme. Et j'ai, si vous voulez, si vous voulez, ça plein des anecdotes personnelles à partager aussi. Donc, je suis arrivée avec deux enfants anglophones ici en France. Et un de mes enfants était complètement optimiste, absolument optimiste. Et 10 ans plus tard, c'est absolument inverse. Quand même. Ouais. Catherine, ça vous parle? Alors ça me parle plus que tout le système, voilà, le système éducatif. Mais au-delà de ça, même la société en général. Regardez, on est dans une société du jugement et de la notation à court terme. Vous allez au resto, vous notez le resto. Vous allez au théâtre, vous notez la pièce de théâtre. Vous achetez un album, vous notez l'album. Et cette société du jugement à court terme, en l'occurrence, ben ça revient avec la notion de qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres. Or, on juge par rapport à des prismes. Tout à l'heure, vous évoquiez un biais, mais dans les biais cognitifs, il y en a énormément. Et puis, on va aller juger le resto parce qu'on n'a pas aimé à l'instant T, alors que 5 ans plus tard, on va peut-être aimer, nos goûts vont peut-être avoir changé, notre oreille musicale va avoir changé. Et cette société du jugement à court terme, elle est absolument terrible parce qu'on se sent déjà imparfait en permanence et on se sent évalué en permanence. Et au-delà de ça, on a l'impression que c'est toujours mieux chez les autres aussi. Vous regardez ce que nous renvoient les réseaux sociaux, la réalité des autres est toujours meilleure. Mais la réalité, c'est qu'attendez, enfin, quand vous allez sur LinkedIn, vous avez l'impression que les jobs sont géniaux. Quand vous allez sur Facebook, que les vies sont parfaites. Mais qu'est-ce que ça nous renvoie de notre société? Elle est où la notion de vulnérabilité? Elle est où la notion d'acceptation, d'humilité? Enfin, la réalité, c'est qu'on est tous imparfaits. Je pense que l'optimisme, ça commence par se dire, OK, c'est bon, on est tous imparfaits, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Puis il y a aussi cette histoire de confiance, parce que là, on l'a bien vu, on l'a bien vécu cette année quand même. Là, on était vraiment dans la peur, bon, pour des raisons multiples. Mais il y a beaucoup une ambiance de peur. Comment, alors qu'on est là-dedans, comment être quelqu'un finalement qui peut quand même incarner la confiance déjà et essayer de mobiliser peut-être une énergie pour aller de l'avant en fait. Quand le collectif est dans une telle difficulté finalement et aux prises de plein d'émotions et en particulier la peur, quoi. Comment faire en tant qu'individu dans un collectif qui se sent pas très bien, quoi, en fait. Avant peut-être répondre à comment faire, déjà en fait, je voulais un petit peu parler du fait que, quand on parle d'optimisme, en fait, il y a plusieurs concepts qui sont autour d'optimisme. Donc, c'est pas que l'optimisme, il ne va pas mettre dans cette sac de l'optimisme absolument tout. Donc, en fait, dans psychologie positive, on parle de notions de capital psychologique, par exemple. Le capital psychologique, c'est facile à souvenir avec un acronyme OSE. OSE, c'est en fait 4 composants. Donc, O, c'est optimisme. S, c'est sentiment d'efficacité personnelle ou en fait confiance en soi. E, c'est espoir. Et R, c'est résilience. Et tous les 4 concepts, en fait, tous les 4 notions, elles vont ensemble. Pas exactement pareil, mais elles sont très, très proches. Donc, en fait, on peut développer notre capital psychologique dans un sens un petit peu plus large pour donc affronter les difficultés comme la peur, par exemple. Donc, ce n'est pas que les confiances qui va répondre à ça, mais confiance parmi les autres ingrédients. Okay. Donc, et par contre, comment affronter, par exemple, un des exercices qui marche très bien, c'est exposition, donc finalement. Donc, si on a peur de quelque chose, en fait, la meilleure chose à faire, c'est affronter pitié à pitié. Donc, par exemple, je sais pas, j'ai peur de Covid, donc finalement, je sors plus de la maison. Donc, je peux commencer en regardant les films documentaires, par exemple, pour commencer à m'exposer à ce danger quelque part, pour m'habituer un petit peu. Ou une autre notion, c'est par exemple notre exercice, c'est plutôt stratégie évitement actif. Donc, j'ai peur toujours, j'ai peur rentrer dans un magasin, par exemple, donc dans une façon très concrète, j'ai peur aller à l'école ou à mon université, parce que là, je vais rencontrer les professeurs, les étudiants, donc je vais me mettre beaucoup plus en risque. Donc, on a peur, donc qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, une autre façon de faire, c'est évitement actif, c'est je ne vais pas exactement là-bas, par exemple, mais je vais quelque part juste à côté. Donc, je vais pas à mon université, par exemple, à mon école, mais je vais me promener juste à côté. Donc, je fais quelque chose. Je me mets dans cette action. Donc, je fais quelque chose. Pas exactement ce qu'il peut-être il faut, mais c'est déjà un début.
Donc, ça, c'est quelques pistes. Donc, c'est pas facile de travailler à confiance, mais c'est possible. Confiance, c'est vraiment basé sur l'expérimentation, sur l'action, sur le fait que je me mets en action, mais aussi après sur les précédentes expériences des réussites dans ma vie aussi. Donc, c'est aussi souvenir qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire avant et donc comment je peux apprendre de cette fête et remettre dans cette situation-là. Donc, quelques pistes de réflexion. Alors, bon, il y a une question de justement Catherine qui nous demande comment acquérir confiance et humilité dans ce schéma français. Alors, bon, ça vient un petit peu encore en mettre une couche, mais je crois qu'il y a une demande par rapport à ce schéma français. Comment acquérir confiance et humilité? En fait, c'est peut-être d'enlever dans ce schéma français, tout court, c'est cette notion de ça dépend de nous. En fait, notre système nous a presque inhibés de nos propres forces. On se croit en permanence impuissant. On se croit en permanence non acteur parce qu'on se dit je m'expose à trop grand. En l'occurrence, que Ilona disait l'étape par étape. En l'occurrence, c'est exactement ça. Et moi, je suis absolument convaincue qu'une norme, vous voyez, la norme un peu sociale française, comme vous l'avez évoqué, où on est des pessimistes, etc. En fait, ça peut se déplacer. Une norme n'est jamais que co-construite par un collectif. On peut tous déplacer le centre de gravité de la norme. Du coup, comment acquérir confiance et humilité? C'est peut-être en faisant un premier pas et tout d'un coup, on se rendra compte que les autres agissent eux aussi à leur échelle et qu'on est ensemble beaucoup plus forts. Et c'est, enfin, pour revenir, moi, à mon expérience au démarrage, j'osais même pas dire que j'étais une optimiste. Je me disais que tout mon réseau tant de scientifiques, d'intello, que de patrons de boîte, etc., allaient se dire, mais elle a pété un plomb, la pauvre. Et j'osais tellement pas le dire. Et puis, à partir du moment où je l'ai dit, il y a des gens qui ont levé la main en disant, mais moi aussi, je ne suis pas optimiste de nature, mais j'ai envie d'aller vers l'optimisme parce que ça va me permettre d'aller mieux. Et c'est des pas qui sont parfois, qui nous demandent de se dire, OK, ça va pas, mais moi, où est-ce que je peux agir? Et je crois que la confiance et l'humilité, on l'acquiert en se disant, moi, je contribue à mon échelle. C'est pas grand-chose. Et la réalité, c'est que c'est là. On n'est pas tous en train de sauver le monde. On est tous en train de contribuer à notre échelle, mais c'est qu'ensemble, on est en train de déplacer le centre de gravité d'une norme, que ce soit dans le domaine du développement durable, voilà, qui est cher, entre autres, au mouvement Hub, mais dans le domaine de l'éducation, comme évoquait Elena. Et c'est ce savoir utile à la société et cette notion de souveraineté de soi-même qu'on a un peu inhibé parce que air post-tayloriste, on a plutôt fait nous des employables, des exécutants, et ben, alors qu'on est tous des talents uniques et quand on a peut-être conscience de son propre talent en se disant j'en ai quelques-uns et puis sur l'autre côté je suis complètement imparfait et tout va bien, et ben, on se sait utile, on se sait utile pour qui on est et pas seulement pour ce qu'on fait. Et c'est peut-être ça qu'on a oublié aussi dans notre société aujourd'hui, dans la société que du faire en l'occurrence, alors qu'il y a la société du être. Alors, comment nourrir justement cet optimisme? Est-ce qu'il faut en prendre soin finalement et comment le faire alors? Il y a plusieurs stratégies. Donc, on peut travailler sur les stratégies plus cognitives. Donc, comment on voit le monde. Et en fait, si on voit le monde dans une façon un petit peu plus pessimiste, ça ne veut pas dire qu'on a tort. On peut avoir raison parfois. Mais ça veut dire peut-être qu'on interprète tout ce qui se passe avec nous dans les mêmes façons encore et encore et encore. L'optimisme, avant tout, pour moi, c'est la capacité à penser dans une façon flexible. Donc, ce n'est pas penser dans les mêmes façons, mais dans une façon flexible. Voir les situations de cette perspective-là et l'autre perspective. Et donc, avoir plusieurs perspectives. Donc, ça, pour moi, c'est déjà le développement vraiment de flexibilité. Donc, et ça peut être disputation avec soi-même. On peut parfois recadrer cognitivement comment on voit les situations. Donc, il y a plein de choses ici à faire. Donc, déjà, la première étape. Deuxième étape, je pense que c'est vraiment mise en action. Mise en action et trouver les actions qui vous tiennent à cœur finalement et engager dans ces actions. Donc, les actions, ça peut être au niveau très personnel. Donc, les actions positives, par exemple, pour vous-même, ça peut être le sport, ça peut être écrire un journal, par exemple, ça peut être écrire un bouquin. Donc, engager dans une action. Ça, c'est très important. Et un troisième petit conseil ici, c'est vraiment le travail sur les forces. On a déjà abordé cette notion de force un petit peu. Les forces, c'est nos
talents, c'est nos meilleures capacités. Et très souvent, on n'est pas très, très conscient quelles sont nos forces, quelles sont nos vraies capacités. Donc, et là, vous pouvez commencer par les cartes de force, si vous voulez bien, ça c'est positif, ou vous pouvez commencer par les questionnaires qui existent. Quelles sont vos meilleures capacités et comment vous pouvez le mettre en œuvre. Parce qu'en fait, la problématique dans notre vie, très souvent, on vit et on fonctionne sur les bases de nos compétences. Compétence, quelque chose que je sais faire. Mais juste si je sais faire, ça ne veut pas dire je m'éclate. Ça ne veut pas dire je trouve l'énergie. Ça ne veut pas dire c'est vraiment de moi-même. Donc, force, c'est d'être nous-mêmes, d'être un milieu de nous-mêmes et aussi trouver l'énergie chaque fois qu'on utilise nos forces. Et donc, pour moi, cette notion de force est absolument fondamentale dans aussi le développement et contribution à l'optimisme. Parce que finalement, si j'arrive à faire quelque chose où je suis bon, et en plus, je m'éclate, et en plus, je vois le résultat de cette action, c'est là que je commence à trouver plus de confiance en soi et plus d'optimisme par rapport au futur. Ouais. Ça me parle complètement. Ah, pardon. Non, mais justement, je me suis dit que ça allait vous parler complètement. Voilà. Pardon, ça me parle complètement et c'est vrai, moi, mon premier bouquin, effectivement, il s'appelle Oser l'optimisme et le deuxième, Oser être soi, parce que j'avais bien fait en réfléchissant, effectivement. Et tout à l'heure, Ilona a évoqué le système scolaire et c'est vrai que de temps en temps, son talent, c'est de faire du dessin. Pas de chance, on a grandi dans une famille d'ingénieurs ou d'ouvriers et un prof vous a dit non, le dessin, tu feras ça en passe-temps. Et du coup, on s'est dit, mais ça, c'est mon talent. C'est pas important, c'est un passe-temps, mais on passe pas le temps avec un talent en l'occurrence. Et du coup, il nous faut peut-être 20, 30 ans revenir en arrière en se disant, mais en fait, c'était ça que j'aimais faire. Et comme on me l'a pas valorisé, on m'a dit que ça servait à rien, je l'ai mis de côté. Mais attendez, tout à l'heure, je crois que c'est Sandra qui évoquait comment revenir dans l'humilité de ce schéma français, mais c'est se dire que demain, peut-être que l'art, ça va nous sauver, en fait. Et que là, on n'est que dans une société où temporellement, on valorise peut-être plus l'ingénieur, mais qu'est-ce qui nous dit que demain, savoir faire un dessin, ça ne sera pas plus important que de savoir faire un calcul mathématique. Et vous voyez, c'est cette notion de... c'est pour ça que ça me parle complètement et j'en veux parfois un peu au système éducatif, même si on a quand même, disons-le, vous évoquiez les acquis sociaux, on a la chance d'avoir un système éducatif assez incroyable, donc je ne veux pas, je veux pas non plus... Voilà, gratuit, donc je veux surtout pas taper dessus, mais en fait, vraiment, l'impact que peuvent avoir quelques professeurs, moi je le vois dans le monde des salariés qui à 30 ans, à 40, 40, 50 me disent, moi j'étais pas bonne élève à l'école. Enfin, ok, je veux dire, mais c'était il y a 40 ans, enfin, donc pourquoi est-ce que tu m'évoques ça aujourd'hui? Mais je suis pas grand-chose, j'étais pas bon à l'école, défini par des profs qui nous avaient rangés et classés en nous rendant nos copies de maths. Attendez, il y a quand même quelque chose qu'on a peut-être oublié, c'est l'humilité face à ce qui est peut-être important dans nos vies. Et on l'évoquait, c'est pas que le savoir-faire en l'occurrence. Tout à fait. Tout ça nous amène quand même assez rapidement à la question de la résilience, parce que là, on est encore un peu sous le choc. Pour certains, hein, certains ne sont peut-être pas encore sortis de leur... on l'a vu, les chiffres par rapport à la santé mentale des Français sont pas très bons. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de dépression. On était déjà pour certains dans des burn-out au niveau du travail parfois. Donc voilà, donc on sent bien qu'on est dans une espèce de fragilité de notre psychologie, de notre psyché. Et donc ça, c'est un symptôme qui nous dit quand même que voilà, on met peut-être pas forcément tout en œuvre pour qu'on soit vraiment bien. Et du coup, que penser de tout ça et comment aborder cette notion de résilience? Parce que pour certains, ils peuvent se dire pourquoi moi, j'y arrive pas à surmonter telle difficulté il y a aussi ce côté un peu performance. Il faudrait toujours être au top, toujours tout surmonter. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on peut aborder un peu ce sujet-là, Ilona? Là, clairement, je suis d'accord avec vous, on est dans une crise de santé mentale. Et ça, c'est au niveau mondial. Ce n'est pas que la France, c'est vraiment partout. On parle des chiffres entre 20 et 40% à peu près, dépendant des pays, des troubles de santé mentale, donc spécifiquement l'anxiété ou la dépression. Et normalement, habituellement, on est autour de 10-12
à peu près au niveau de société. Et là, on a monté jusqu'à 20 à 40. Et dans quelques sociétés, j'ai vu même les chiffres de ONE jusqu'à 50-60%, par exemple, pour les RAM. Donc, ça dépend des pays. Les États-Unis, on est à peu près à 40, par exemple. Donc, là, on est globalement dans cette crise. Donc, c'est sûr que la situation actuelle, elle a un impact très fort sur notre santé mentale. Et c'est les catégories particulières des gens qui sont plus affectés, par exemple les gens qui habitent seuls, les gens qui sont plus jeunes aussi, les gens, les mamans avec les enfants qui se trouvaient dans les confinements avec, par exemple, tout 24/24. Donc, oui. Et donc, face à cette notion, en fait, face à cette situation, la notion de résilience devient très, très importante. Déjà, de quoi on parle quand on parle de la résilience? Parce que résilience, dans une représentation française, c'est quelque chose, c'est affronter un énorme vague, quelque chose qui est énormément compliqué, énormément difficile. Dans psychologie moderne et plus scientifique, on parle de résilience comme quelque chose un peu plus simple, quotidien, on peut dire. Résilience au quotidien, c'est notre capacité à maîtriser notre façon à réagir aux situations et aussi rebondir face aux défis et adversités. Et quand on parle de défis et adversités, ça peut être une adversité, oui, très simple, le fait que tu es là 24/7 à la maison, c'est une adversité. Par exemple, c'est adversité, c'est le fait que tu ne sais pas ce qui va se passer avec notre job demain, parce que tu es dans un secteur spécifiquement affecté, par exemple. Donc ça, c'est une adversité. Et donc, résilience, c'est une notion, pour moi, beaucoup moins grande, par contre, beaucoup plus concrète et beaucoup plus applicable au quotidien. Et ça, c'est vraiment une ressource, on peut dire, indispensable à développer dans les situations comme ça. Parce qu'on sait très bien que la situation, elle n'est pas finie. Donc, on est toujours dans une crise sanitaire, on va avoir les conséquences économiques. Je peux être optimiste au niveau des ressources, mais aussi réaliste au niveau, et je ne travaille pas dans l'économie, mais je pense qu'on est tous d'accord que ça ne va pas être facile. Donc là, on a besoin de résilience. La résilience, c'est capacité en fait à fonctionner face à tout ça. Fonctionner et bien fonctionner et être soi-même et être OK. Ça ne veut pas dire que ça c'est génial, mais être OK. Donc, la résilience, ça c'est quelque chose qui se développe. On a les ressources et les stratégies qui nous permettent de développer la résilience. En fait, je travaille sur cette notion depuis à peu près 15 ans et on a développé un programme qui s'appelle Spark Resilience qu'on a utilisé avant dans l'école, après dans les entreprises et maintenant depuis le premier confinement en France avec les gens qui vraiment voulaient se former pour être plus résilients. Et on a trouvé que oui, on sait déjà, mais on a aussi encore retrouvé que oui, même avec un petit peu d'entraînement, un petit peu d'apprentissage de stratégie, un petit peu de partage, on peut apprendre d'être plus résilient. Donc après 8 sessions d'un an et demi, les gens en fait sont devenus plus résilients, plus résistants au stress, avec beaucoup plus d'émotions positives, moins d'émotions négatives, plus engagés au travail, trouver du sens. Donc c'est possible. Résilience, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc c'est possible en fait apprendre être plus résilient. Donc là après, je peux un petit peu expliquer comment. Catherine, on parlait Ilona parlait de cette question du sens. C'est quand même aussi un sujet qui vous parle énormément par rapport à vos livres. Hein. C'est-à-dire que finalement, cette recherche du sens, c'est quelque chose qui vous guide depuis très très longtemps et finalement, c'est un outil de résilience, visiblement. C'est un outil de résilience parce qu'on se sait utile à quelque chose quand bien même ça soit tout petit, en l'occurrence. Par contre, c'est cette notion de faire sa part. Moi, on parle de santé mentale, là, de santé mentale individuelle, mais moi, j'avais l'impression que notre santé mentale collective, elle avait un problème avant, en l'occurrence. Et là, on nous a effectivement tous le monde a secoué, en fait. Toutes les entreprises ont secoué. À l'intérieur des entreprises, on s'est tous un peu tapé la tête, en l'occurrence, parce que tout a secoué. Et cette notion d'apprentissage collectif, c'est une expérience. Enfin, c'est pour ça, en cherchant à répondre à la question d'avant, je me disais, mais pour moi, c'est un apprentissage. Et pourtant, j'ai perdu un proche, en fait, dans la crise. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai été épargnée, hein, pour autant. Mais il y a cette notion de on en sort grandi. Donc, qu'est-ce qu'on a acquis? Tout à l'heure, Ilona parlait effectivement des compétences individuelles et des acquis. Et il y a cette notion d'apprentissage où on nous met
on nous met des épreuves, hein, mais on en sort aussi peut-être grandi. Et puis, on nous a quand même, disons-le, enfermés. On a cette question du sens, comme vous l'évoquiez. Tout d'un coup, on a été enfermés avec nos fringues, nos gadgets, tout ce qui nous manquait. Enfin, à la limite, on n'en avait plus rien à faire de tout ce qu'on avait. Ce qui nous manquait, c'était voir l'autre, faire un câlin à quelqu'un, regarder le ciel. Enfin, des trucs qui sont en plus gratuits dans la société parce que c'est des choses qu'on n'avait pas valorisées, dans l'air un peu du on ne valorise que ce qui a de la valeur, tout ce qui est gratuit n'avait plus de valeur, et tout d'un coup, cette notion de sens, pour moi, elle nous a explosé à la figure. On est, et avec derrière la notion de crise, mais j'ai envie de vous dire, tout va bien, on va tous être on est tous impactés. En l'occurrence, la réalité, elle est là. On croit les autres secteurs moins impactés les uns que les autres, mais de toute façon, c'est ruisselant. La réalité, elle est. Et puis, si on n'est pas soi-même impacté, on a un proche qui est impacté, on a son compagnon, sa compagne qui est impactée. Enfin, vous voyez. Et la réalité, c'est qu'on est tous vulnérables. Et c'est pour ça, dans cette année, franchement, de Villeman, disons-le, qui est pas terrible. Hein, elle est excessivement apprenante parce qu'elle nous a peut-être mis une petite claque. Tout à l'heure, je parlais d'humilité, une petite claque à notre humilité. Les mecs, vous êtes tous vulnérables en fait. Hein. La réalité, elle est là. Alors, on l'est plus ou moins en fonction de nos conditions de vie, solitude, emprisonnement. Et c'est vrai que la solitude, c'est quelque chose de majeur aussi probablement hein, sur l'année à venir, surtout avec la distanciation, avec les prismes algorithmiques dans lesquels on est plongé. Je crois que si j'avais quelque chose à aller chercher pour valoriser 2020, alors c'est peut-être en tant qu'optimiste, j'ai besoin d'en faire un outil de levier, et ça serait de se dire, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on est en train d'affronter un big boss pour aller pour level up en fait, pour aller au niveau d'après, on le fait collectivement, et l'enjeu c'est de le faire collectivement en fait. Aussi, oui, tout à fait. Mais, En fait, oui. mais non, mais si vous voulez poursuivre. Je me dis un petit peu juste sur cette notion de sens. Comment trouver le sens quelque part dans cette situation où le sens objectivement n'existe pas trop. Donc, c'est quoi le sens de tout ce qui nous est arrivé? Par contre, on peut chercher quand même ce sens au niveau individuel, donc notre propre sens. C'est comme si une vase qui va tomber par terre, va se casser, on va avoir plein de petits morceaux. Et c'est quelque chose qui s'est passé avec nous parce qu'on n'a jamais imaginé se trouver dans le confinement, on n'a jamais imaginé que, je ne sais pas, Airbus, toute l'industrie qui va exister plus, ou les restaurants vont être fermés pendant des mois et des mois. Donc, jamais on n'a imaginé une situation comme ça. Donc, notre vie, notre représentation de la vie, notre vision, il est cassé dans les petits morceaux, en fait, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les petits morceaux? On peut essayer de le remettre ensemble et reconstruire cette vase, notre façon de faire, notre vision de la vie comme c'était avant. Sauf qu'on va toujours avoir les petits cracks, les grands cracks, en fait, partout, et peut-être les petits morceaux qui manquent et le vase qui ne va pas être exactement complète. Et ça, c'est en fait, en psychologie, on parle d'assimilation. En fait, cette notion d'assimilation, donc on va essayer de reconstruire la vie comme était avant. Ou on peut en fait prendre les petits morceaux et créer quelque chose de nouveau, comme une mosaïque par exemple, un objet qui est magnifique. Et là, cette notion qui s'appelle en fait intégration, on va essayer d'intégrer les petits morceaux de la réalité, comment on le voit, comment on le perçoit, pour trouver ce sens, pour créer quelque chose qui peut nous guider et inspirer finalement. Donc, ce travail sur le sens, c'est un travail personnel, plutôt long. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans deux secondes, mais aussi très fondateur, très important pour aller vers le futur. Parce que si on arrive à intégrer et trouver du sens dans ce qui arrive, dans ce qui s'est passé avec nous, là, on est beaucoup plus fort pour les futures crises, pour les futurs événements qui peuvent arriver. Super intéressant. Et du coup, alors, au niveau collectif, quelles sont les conditions, dans quelles conditions, en fait, on peut faire émerger une résilience collective? C'est quoi les ingrédients, en fait, à l'échelle d'une société? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut privilégier, par exemple, plus la bienveillance, s'écouter, se soutenir? C'est quoi les ingrédients pour qu'une société puisse être résiliente? Alors,
j'en reviens, je crois que ça fait 4 fois que je dis le même mot, mais cette notion d'humilité. Cette notion d'humilité, d'acceptation du risque aussi. On est dans une société où on a tout gouverné en permanence au risque et tout d'un coup, on est dans de l'inconnu. La réalité, c'est qu'on a toujours été dans de l'inconnu. Par contre, on refusait probablement de l'admettre. On se pensait peut-être plus fort en l'occurrence. Et cette notion de vulnérabilité et de se dire qu'en fait, ensemble, enfin, si on ne le fait pas ensemble, globalement, ça ne va pas fonctionner. Il a été montré, moi, je pense qu'Ilona est bien meilleure que moi sur tout ce qui va être notion des études et autres, mais le MIT avait démontré que le QI d'un groupe était supérieur au QI du mec ou de la nana le plus intelligent du groupe, que le groupe, il était plus intelligent en fonction, alors évidemment, de la mixité, mais de la diversité des parcours et de la capacité d'écoute les uns et des autres. Et vous voyez, dans une culture, on en revient à cette notion de l'éducation où on a voulu faire de nous, et on le dit souvent, le premier de la classe. Il y a des écoles où on vous dit, vous allez sortir manager, mais ça veut dire quoi sortir manager? Parce qu'il faut se connaître aussi. Vous savez, cette notion d'autorité, je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin, en l'occurrence de l'autorité, mais on oublie que les autres sont hyper importants dans l'équation et dans la donne. Et c'est vraiment la notion probablement d'humilité à aller se rappeler, parce que qui peut nous dire que demain ça va être comme ça? Le narratif de société, il se coécrit en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'en fait, cette coécriture, il faut que tout le monde regagne sa propre confiance, sa propre souveraineté pour dire mais moi aussi je veux participer. Parce que sinon, les écritures et le narratif de société qui va s'écrire, c'est ceux qui parlent le plus fort et qui passent le plus à la télé. Et c'est ça la réalité. Et on a besoin de chacun, c'est pas par égotisme se disant moi je suis important. Non, c'est que toi tu es important au sein du collectif, parce que si tu ne t'exprimes pas, on ne t'entendra pas en fait. Et c'est pour ça, regagner, on parlait de la notion de confiance. Si on n'a pas confiance en soi, se reprendre des petits galops en se disant les autres ont besoin de moi. Même si moi je suis un peu cassée, j'aime beaucoup cette notion de vase en fait. La réalité c'est que le vase, les pièces vont s'agencer de façon différente en fait. Et que c'est peut-être là que finalement notre talent d'hier qu'on a vécu va être complètement important. Et c'est s'en rappeler en fait, retrouver ce goût de je suis capable de faire quelque chose et on a besoin de moi. Ilona, ça vous parle? Oui, tout à fait. En fait, comme on regarde, toutes ces notions apparaissent absolument comme on regarde niveau résilience, par exemple, d'organisation, de groupe. Je travaille un petit peu moi sur le society. En fait, je suis un psy, donc une psychologie positive, donc je suis plus individu, l'équipe, organisation actuellement. Mais par exemple, pour un petit peu rester sur ce sens collectif, on a beaucoup travaillé depuis le premier confinement sur les notions de résilience d'équipe. Aussi, notion et pratique en fait. Comment, parce que aussi on se trouve tous retrouvés très loin de chaque autre et on devrait se reconstruire, grandir, travailler ensemble à distance, parfois sans savoir faire comment. Et donc, c'est pas juste nous-mêmes, le fait que nous on est résilients face à cette adversité, mais est-ce que notre équipe dans un sens tout petit ou peut-être équipe dans le sens d'un groupe, est-ce qu'on est résiliente, suffisamment résiliente ensemble? Donc, on a beaucoup travaillé dans notre programme Spark Resilience aussi sur comment, en fait, construire les équipes qui sont plus résilientes. Et on a trouvé plusieurs facteurs qui ont émergé de la littérature scientifique au début, mais aussi testé beaucoup dans les pratiques. Et les facteurs sont suivants. Par exemple, ce qui est très important, c'est qu'en équipe, en groupe, on a ce modèle mental commun. On a cette représentation qui est similaire de qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que toi tu fais. Et en fait, mon représentation de qu'est-ce que tu fais correspond à ton représentation, ou ta représentation en français, ta ou ton, de qu'est-ce que tu fais aussi. Donc, c'est pour ça ce modèle mental commun. Donc, finalement, on a cette vision de monde qui est un peu similaire. Ça aide énormément. Donc, ça, c'est un des facteurs. Un autre facteur, c'est le fait que on vraiment va favoriser la créativité. Donc, finalement, si tu as une idée qui est complètement décalée, peut-être, mais c'est génial parce que ça nous permet à regarder le monde dans une autre manière. Donc, c'est un autre facteur qui est très important pour la résilience de groupe, d'équipe. Qu'est-ce qui est absolument essentiel, c'est cette sécurité affective. Que le fait que je me sens sécure pour dire n'importe quoi, en fait, pour partager quelque chose qui se passe avec moi, mais aussi pour avoir cette idée comme complètement décalée. Donc, sécurité affective, donc notion de l'humilité, en fait, rentre dedans. Pourquoi? Parce que
si notre petite équipe ou une grande équipe est composée des individus plutôt humbles, ils ne vont pas me juger, en fait. Ils vont me permettre aussi d'être moi-même et d'être sécure aussi, et donc partager mes idées et mes ressentis. Rituels effectifs sont très, très importants. Et donc, ça, c'est tous les rituels qu'on peut mettre en place pour, en fait, passer un bon moment ensemble. Est-ce que c'est un repas de Noël? Est-ce que c'est apéro Zoom? Est-ce que c'est les petits messages à la fin des journées ou au début de journée? Mais quelque chose qui nous aide à fonctionner bien ensemble. Quelque chose qui n'a rien à faire peut-être avec du travail, mais qui nous donne ce petit rituel de fun et agréable d'être ensemble. Les relations au-delà du travail sont importantes. Et en France, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en France, très souvent, on fait cette barrière, ça c'est mon travail, ça c'est ma vie. Les deux sont rien à faire ensemble. En fait, toute la recherche scientifique démontre que si nos amitiés, en fait, aussi arrivent au travail, si en fait on est amis avec les gens avec qui on travaille et on a aussi un petit peu de relations extra-travail avec les personnes, en fait, finalement, les équipes sont beaucoup plus résilientes. Et donc, finalement, on est aussi beaucoup plus performant au niveau collectif. Donc, ça, c'est un autre facteur. Et finalement, cette notion de mission, mission partagée. Donc, on a aussi ce sens de vers quoi on va. C'est quoi notre pourquoi, le fameux modèle de Simon Sinek. Qu'est-ce qui est notre pourquoi? Donc, qu'est-ce qui est notre why? Et donc, on a cette mission partagée aussi. Et finalement, qu'est-ce qui est aussi peut-être un autre indicateur que tu as parlé, Catherine, des talents, des capacités aussi différentes de chacun, et les dessins, les ingénieurs et tout le reste. Qu'est-ce qui est très, très important, c'est cette complémentarité des talents. En fait, c'est compréhension des les forces différentes d'équipe pour, en fait, d'être plus performants et plus efficaces ensemble. Parce que finalement, on ne veut pas toutes les personnes dans notre équipe avec les mêmes talents. Vraiment, ça c'est clair, net et précis. La recherche est très claire. Surtout pas, parce qu'on va s'entendre très très bien, mais par rapport à la performance, non. On a besoin des gens différents. Et donc, on a besoin de cette compréhension où on est bon, où sont nos forces et appréciation de nos forces diverses pour mieux fonctionner comme un collectif. Donc, un petit grand ici sur la résilience collective. Ah, super intéressant, clairement. Il y a un autre sujet aussi qui me vient, c'est par rapport à ce retour à l'essentiel, puisqu'on l'a aussi vécu, hein, ce degré ou de force. Est-ce que finalement, on parle souvent aussi beaucoup du pouvoir de la gratitude, c'est-à-dire de se réjouir finalement des petites choses, hein, que peut-être avant on avait peut-être un peu moins conscience parce que lapsus, mais voilà, de moins conscience parce qu'on était dans le rush, etc. C'est important de se poser et de dire bah, merci pour ça, pour ça, pour ça. Ça fait aussi partie, ça nourrit la résilience. Oui. Ça nourrit la résilience au niveau individuel et ça nourrit la résilience au niveau collectif. Tout à fait. C'est un des leviers parmi vingtaine, peut-être leviers principal de la résilience. Donc, gratitude, relation positive, gratitude, altruisme, en fait, bienveillance aussi. Donc, il y a plusieurs ingrédients de relation positive ici, mais la gratitude peut-être c'est numéro un. C'est vraiment une gratitude pour qu'est-ce que j'ai dans ma vie, même, j'ai plein de choses peut-être que je n'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai quand même bien, du bien qui se passe dans ma vie. Le fait que ma famille est autour de moi, le fait que, je sais pas, j'ai plein de bouquins à lire à la maison qui sont très, très sympas et j'ai jamais eu le temps où je finalement peux apprendre à coudre ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, gratitude pour les petites choses, mais aussi gratitude interpersonnelle, gratitude par rapport à quelqu'un et le fait d'exprimer cette gratitude. Parce que, spécialement en France, on a parfois du mal à dire. Je me souviens, j'ai animé un workshop, en fait, atelier chez les ingénieurs à EDF une fois. Et c'était une équipe absolument géniale, vraiment très intéressante. Et ils ont dit, en fait, on s'apprécie, on s'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à dire. J'espère que les autres ils savent qu'on s'apprécie, mais c'est trop dur à dire merci, c'est trop dur à montrer que j'apprécie vraiment, par exemple, pour mes collègues. Donc, et ça, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Donc, c'est aussi le fait de dire, mettre les mots, les petits textos, les petites phrases, c'est cette appréciation aussi qui compte.
Et c'est vrai que dans la notion de gratitude, on est toujours dans la course à toujours plus. Il faut toujours faire plus de profit, il faut aller plus vite. Et du coup, on oublie de valoriser que ce qu'on a aujourd'hui, on en a peut-être un jour rêvé. Le simple fait d'avoir un job, bah, tout d'un coup, on s'en rend compte aussi. Et cette notion de gratitude, la gratitude, elle va aussi vers les autres. Après, on s'exprime de façon différente, hein. C'est comme l'amour. Il y a des gens qui vont dire je t'aime, d'autres qui vont le montrer par des actes, à la limite. Mais c'est cette notion de aussi peut-être s'apprécier soi-même, en l'occurrence. Parce que se dire, mais en fait, bon, bah, si les autres me disent pas merci, à quoi et c'est là que la notion de transcendance et de sens vient rentrer en se disant, bon, bah, vous évoquiez les gens d'EDF, les gens d'EDF, ils filent quand même de l'électricité à des gens, et peut-être c'est là qu'on vient chercher la notion de la mission de l'entreprise, de la mission pour laquelle on travaille, quand bien même, parce que de temps en temps, on peut attendre un paquet d'années avant qu'un manager nous remercie parce que ça lui paraît normal, parce que c'est grâce à lui qu'on est payé, en fait. Donc, c'est aussi cette notion de savoir se dire qu'on est utile, et ça revient à cette notion de confiance en son être et au sens de ce qu'on fait, disons-le peut-être au quotidien. On l'a oublié, en fait, on a oublié l'importance qu'on pouvait avoir. On est tout petits, hein, les uns par rapport aux autres, il n'y a pas de problème. Par contre, on a de l'importance pour notre cercle proche, pour au moins généralement une ou deux personnes. Et même si on a l'impression de n'avoir aucun intérêt dans la vie, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas de proches, j'ai l'impression de ne pas servir à grand chose. En fait, on oublie que peut-être le simple fait d'avoir dit bonjour à quelqu'un en sortant de la rue, dans la rue, on a peut-être changé la journée de cette personne qui, par effet ricochet, a changé la journée de quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, cette notion de jeu de nominaux, et c'est peut-être ça dont il faut qu'on se rappelle, même si à court terme, on s'en rend pas compte, si personne nous remercie, et ben se dire que par nos actions positives du quotidien, par la violence que ça peut nous demander, surtout dans une économie complexe, dans une notion de crise, et ben on peut changer la vie des autres en se disant, je m'en rends pas compte aujourd'hui, par contre, je m'en rendrai peut-être compte dans 10 ans, tout simplement parce que j'ai écrit un machin sur mon Facebook qui a été lu par je sais pas trop qui. Voilà. Et c'est cette notion, je crois aussi, d'utilité, en fait, de ne pas ni minimiser qui on est par fausse humilité, parfois, hein, et par syndrome de l'imposteur, par tout un tas de couches qui sont venues s'imposer à nous par notre système éducatif, éducationnel, etc., etc. Et se dire qu'on est tous uniques, et ça veut dire ça veut dire accepter l'unicité des autres, quand bien même ils soient différents, et se dire, mais c'est parce qu'on est différents que c'est cool, en fait, dans une société où les biais nous font que naturellement, on écoute un peu plus les gens qui nous ressemblent, etc. Ou ceux avec les effets de halo, ceux qu'on a mis sur un piédestal. Enfin, il y a tout un tas de biais cognitifs qui viennent nous chercher en se disant, bah non, attendez, on est tous indispensables. Super. Bah écoutez, là, ça passe super vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé la conférence. Donc voilà, moi aussi, je suis vraiment pleine de gratitude parce que vraiment, c'était vraiment un chouette échange. Il y en a déjà à la fin, ça va très vite. En tout cas, merci Catherine et Ilona d'avoir pris ce temps pour nous parler d'optimisme et de résilience en ces temps un peu tourmentés. Alors, j'ai envie de vous donner un petit mot de conclusion. Pour 2021, si on peut se projeter un petit peu, qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter? Ça serait quoi vos vœux pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut poser? Moi, je dirais l'apprentissage. Qu'on ait appris, et que de cette année 2020, elle ait été utile à des changements fondamentaux, que ce soit des changements de vie parce que on s'est peut-être éteint dans des normes imposées par nos proches, ou par le système tout simplement, et qu'on revienne peut-être à l'essence de ce dont on a besoin, de qui on est aussi, et que 2021 soit la conséquence de l'année 2020 apprenante. Ilona, qu'est-ce que ça vous inspire? Je restais sur l'apprentissage, mais plus sur le fait que je me mets en lumière cette notion, l'idée que résilience, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, et mon souhait, c'est qu'on peut tous apprendre d'être plus résilients, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. C'est pas autant compliqué qu'on pense. C'est un petit peu de compréhension, un petit peu de stratégie, un petit peu de travail sur soi-même ou avec quelqu'un d'autre.
Mais je pense que oui, je souhaite vraiment la résilience à tout le monde et un petit peu d'optimisme qui fait partie d'eux, en fait, finalement, parce que ça ne veut pas dire que ça va être facile, Bien sûr. mais ça veut dire que ça doit être possible. Donc, avec les bonnes ressources, on peut affronter et on peut affronter ensemble. Donc, ça, je vous souhaite Ça me plaît. une bonne célébration, peut-être pas trop nombreux, évidemment. Oui, en tout cas, voilà. Bah, merci beaucoup pour ces souhaits, hein. C'est vrai que c'est très inspirant. Et puis, merci à vous qui nous avez regardé derrière vos écrans. C'est excellent. Ça fait vraiment un petit moment que voilà, nos conférences se déroulent en ligne, hein, et que c'est parfois un peu fatigant pour tout le monde. Mais voilà, on essaie quand même de vous proposer toujours ces derniers mois des conférences inspirantes. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette conférence en podcast et puis en vidéo sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en vous abonnant à notre magazine papier, hein. Le prochain numéro sort demain. On parlera justement des entreprises, ces entreprises qui s'engagent dans la transition écologique et sociale. Et finalement, elles sont assez nombreuses. On les voit, elles sont peut-être un peu moins visibles que certaines, mais voilà, il y a déjà pas mal d'acteurs qui sont très engagés pour faire avancer les choses de l'intérieur. Donc, on va vous parler de ces sujets-là. Alors, merci surtout de votre fidélité, hein, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre en ligne. Et puis, on est très heureux voilà, de vous proposer ces conférences. On espère vous retrouver très vite en vrai. On ne peut pas se dire rendez-vous à telle date parce que voilà, on est obligé de faire avec l'inconnu. Mais on sera là à partir du mois de janvier pour vous proposer encore une fois plein de sujets hyper inspirants. Un dernier mot aussi pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent hein, tout au long de l'année. Donc, le Crédit Coopératif, la Mairie de Paris, le groupe UP, Veolia et Accenture. Merci à eux de nous soutenir pour qu'on puisse toujours vous proposer plein de conférences tout au long de l'année. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2020. Prenez soin de vous, régénérez-vous et on se retrouve en pleine forme, je l'espère, en 2021 pour de nouvelles aventures. Merci encore Catherine, merci Ilona. Je vous souhaite une excellente soirée. À très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. C'est un truc. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.